Je veux dire, moi je suis tombé dans la technologie, comme on dit maintenant, quand j'étais petit. J'ai commencé avec des postes à galène. Il y a beaucoup de gens qui savent même plus ce que c'est qu'un poste à galène. Je faisais à l'époque ce qu'on appelait de la radio. Et puis quand j'ai été envoyé en pension en Bretagne au Cresker, à Saint-Paul-de-Lyon, j'ai eu la chance de tomber sur un préfet de discipline qui était un allumé. Et le soir, après l'étude, on allait regarder les premiers transistors, c'était en 55. Les premiers OC71 de Philips, rouge, 3 pattes, c'est l'avenir, effectivement, c'était l'avenir. Donc pour moi, ça a toujours été évident que j'allais être dans la technique ou la technologie. C'est devenu l'informatique. Après un parcours un peu chaotique, parce que quand j'étais topin, il y a eu une catastrophe familiale qui a fait que je me suis retrouvé à la rue. Ça a été très bien parce que j'étais obligé de gagner ma vie l'été. Et j'ai tout de suite, parce que j'avais bien les affaires, j'ai tout de suite gagné pas mal d'argent. Donc je ne suis jamais retourné en taupe. J'ai commencé à faire toutes sortes de petits métiers. J'étais maître d'hôtel dans une boîte de striptease à Montparnasse, j'ai vendu de l'assurance, des machines à calculer, j'étais agent de renseignement à la SNCF. Et j'ai fait pendant un peu plus de 4 ans, ce que les Américains appellent d'ailleurs très justement un moratoire psychosocial. Alors ça fait un peu prétentieux, mais c'est une période, un moratoire, pendant laquelle les choses sont suspendues. Psychosocial, c'est-à-dire que ça m'a permis de m'ajuster à la société. Parce que quand on sort d'une école, on n'est pas forcément très bien adapté au monde réel. Et en 68, en juin 68, j'ai été engagé par Hewlett-Packard, juste après les événements de 68, pour lancer sur le marché français. C'était la chance de ma vie, leur premier ordinateur personnel. On appelait ça un desktop computer à l'époque. Et je me souviens très bien d'avoir été embauché par cette très bonne maison à qui je dois énormément. Je me suis dit, bah, ça y est, je suis arrivé. Et c'était vrai, j'étais arrivé parce que j'étais sur la bonne filière dans l'informatique, dans une bonne maison qui a complété ma formation, qui m'a donné ma chance, qui a toléré mon impatience, mon caractère un peu difficile. Et j'ai monté les échelons. Pendant un peu plus de 6 ans, là j'ai attrapé la pédégite, si j'ose dire. Je voulais devenir patron, puis je n'étais pas en ligne, j'étais jeune, j'avais 30 ans. Donc je suis allé nettoyer les toilettes de filiales de sociétés américaines qui en avaient besoin. Donc j'ai été embauché par Data General pour faire ça. Je me suis retrouvé à la direction européenne. Je me suis fait embaucher par une autre société qui était Exxon, quand Exxon essayait de faire de l'informatique, parce qu'ils avaient été hypnotisés par les consultants du BCG qui leur ont dit, écoute, l'informatique est le pétrole du 21e siècle. C'est pas faux. Aujourd'hui même, 9 août, on a vu la valeur boursière d'Apple brièvement dépasser celle d'Exxon, ExxonMobil. Et donc il n'avait pas tort, mais il avait tort. Il avait raison un peu trop tôt. Et puis de là, j'ai été embauché pour démarrer Apple France, que j'ai fait. De là, ça a très bien marché, grâce aux gens sérieusement, c'est pas de la politesse de circonstance, j'ai pu engager les gens que je voulais engager, et ça a très bien marché. De là, on m'a demandé de venir diriger la recherche et développement chez Apple en 85, ce que j'ai fait pendant 5 ans. Là, je me suis fait mettre dehors, je me suis fait virer, comme on dit, parce qu'un soir à dîner, mon patron, John Sculley, m'a demandé ce que je pensais de lui, et je lui ai dit. Le vice-président de la DRH, qui était à ce dîner, en sortant du dîner, quand nous attendions nos voitures, m'a mis le bras sur l'épaule, m'a dit « Jean-Louis, je suis fier de toi ». Et là, je me suis dit, j'étais un peu trop loin. Mais c'était bien, et monsieur John Sculley, mon bienfaiteur, c'est lui qui m'a donné ma chance, qui m'a donné plusieurs promotions, qui m'a libéré, parce que j'étais malheureux. Ça se sentait, nos rapports étaient devenus de plus en plus tendus, donc il fallait les détendre. Et donc c'est souvent un service à rendre que de virer quelqu'un. Alors évidemment en France, quand je me souviens, quand je disais que j'avais été... Mon Dieu, tu dis que tu as été viré, ben, je dis oui, c'est la vérité, puis en plus il avait raison.
Ah bon, ah bon, ah bon. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, on en reparlera peut-être, dans la Silicon Valley, c'est pas une tare de s'être fait mettre dehors. C'est quelquefois une preuve d'indépendance, quelquefois une preuve de mauvais caractère, dans mon cas c'était les deux. C'est quelquefois la preuve que la situation avait changé et qu'on n'est plus adapté. Quelquefois c'est la preuve d'une erreur de la personne qui met les gens, qui met la personne dehors. Ce n'était pas le cas pour Scully et pour moi. C'est vécu comme quelque chose qu'on a appris. Et donc là, pendant 10 ans, j'ai été entrepreneur. C'était mon deuxième métier. J'ai fondé une entreprise. J'ai à peu près tout fait sauf la faillite, donc y compris financer ça de ma poche, hypothéquer la maison pour faire la paye. Après ça, une introduction en bourse, monter jusqu'à $1 milliard de capitalisation boursière. Et puis après l'éclatement de la bulle Internet, de vendre ça à Palm pour 11 millions. Donc, c'est pratiquement 90% de perte. De là, c'est maintenant ma troisième profession, ma troisième carrière. Je fais du capital risque. C'est-à-dire que toutes les bêtises que j'ai faites avant sont maintenant au service des entrepreneurs avec mes partenaires ici, nous finançons ensemble et que j'essaie d'aider à accomplir leur rêve. Voilà donc voilà un peu ma trajectoire de 43 ans de high-tech. J'aimais beaucoup ça parce que j'adore bricoler la technique. Je suis ce qu'on appelle maintenant un geek, un allumé. Et ça m'émerveille toujours. En fait, une façon de répondre à votre question, c'est de vous dire que je trouve l'informatique plus excitante que quand j'avais 24 ans. Nous assistons en ce moment à une vague qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de l'informatique. L'informatique a procédé par courbes horaires successives. Et puis alors, quand on arrive à aller à l'épaule et à la partie plate, haute de la courbe horaire, on se dit bon ben ça y est, c'est fini, c'est la stagnation. Mais en fait, l'histoire de l'informatique a montré que c'était le bas de la prochaine, l'amorce avant le genou de la prochaine courbe horaire. Donc on a vu ce qu'on appelle les mainframes, les grands ordinateurs, après on a vu les mini-ordinateurs, après on a vu le PC, l'ordinateur personnel, qu'on pouvait soulever avec ses bras et sa carte de crédit. C'était vraiment là c'est mon ordinateur à moi, et ça a été une énorme vague. Après ça on a vu l'irruption de l'Internet qui a redonné une nouvelle vie à l'ordinateur personnel. Et puis là nous sommes à une période où on voit la conjonction de ce qu'on appelle le cloud, l'info nuagique en bon français, donc l'informatique dans des grandes installations n'importe où sur la planète, le smartphone, le mobile, les tablettes, le deuxième facteur qui a une explosion extraordinaire. C'est l'ordinateur vraiment personnel, puisque je l'ai sur moi, avec moi. Il y a plein de capteurs, qu'il est toujours connecté. En fait, cet objet-là que j'ai devant moi, il est connecté en ce moment à des millions de serveurs, dans le cloud, justement. Et puis, ce qu'on appelle le réseau social, c'est-à-dire une nouvelle forme d'intercommunication, de liaison entre les individus. Avant, c'était en étoile. On communiquait comme un serveur de courrier électronique, on se connecte au serveur. Et là, on a un graphe de réseau, qui avait été prévu d'ailleurs par des philosophes européens, Deleuze et Guattari, qui parlaient de la société en rhizome. C'était dans l'abstrait. Là, on a maintenant concrètement Facebook, MySpace, LinkedIn. Enfin, il n'y a pas un, il y a Facebook que tout le monde connaît, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus spécialisés. Il y a le concurrent de Google+. Donc, et ces trois choses-là ont besoin les unes des autres. Le smartphone, le mobile a besoin du cloud. Le cloud, pour faire des affaires, a besoin du réseau social. Le réseau social fonctionne beaucoup sur le mobile, etc. Donc ça se renforce. Donc c'est extraordinaire. On vit une époque, moi j'ai 67 ans maintenant, je me dis quel dommage que je n'ai pas 20 ans de moins pour voir ce qui va se passer dans les 20 ans qui vont arriver.
Non, sérieusement, je me suis tellement trompé que si vous voulez, comme la plupart d'entre nous, j'ai tendance à extrapoler, c'est-à-dire à regarder ce qu'il y a aujourd'hui et puis dire bon, ça va être plus beau, moins cher, plus rapide, plus petit, etc. Plutôt que différent. Et un des mystères que nous vivons, c'est qu'il y a un moment où la quantité engendre la nature. C'est-à-dire qu'un serveur dit serveur, bon, on peut les gérer ça, et 1 million de serveurs, c'est quelque chose de complètement différent. Un machin comme ça l'erreur par exemple, Microsoft avec Windows Mobile, pour prendre un exemple bien précis, ça a été considéré que c'était un pocket PC, c'est-à-dire un PC qu'on mettait dans la poche. Et donc ils ont fait Windows Mobile, qui marquait leur approche dérivée, continue, à partir du PC, alors que des gens comme Google avec Android ou Apple avec l'iPhone, iOS, ils ont fait quelque chose de différent. Apple ou Android n'ont pas appelé ça un PC mobile, ils ont appelé ça un iPhone ou Android, quelque chose qui est réellement, radicalement, il y a une coupure avec le monde d'avant. Par exemple, lorsque Apple s'est lancé dans l'iPod, j'ai dit c'est une erreur. C'est déjà banalisé, il y a déjà des baladeurs MP3, ils arrivent dans un marché où il n'y a pas de marge. Bon, on a vu. Ce que je n'avais pas vu, évidemment ce que j'ai vu une fois que j'ai acheté la deuxième génération de l'iPod à la boutique à côté, c'est qu'il y avait iTunes derrière, et que l'innovation extraordinaire, c'était iTunes, parce que Steve Jobs a réussi à hypnotiser les fabricants de musique, pour vendre des chansons à la pièce et non pas à l'album. Et Steve Jobs a aussi hypnotisé Visa, enfin les cartes de crédit, pour accepter des petites transactions. Deux choses qui étaient impossibles auparavant. Et c'était une incarnation de ce qu'on appelle maintenant le cloud, c'est-à-dire c'était disponible quelque part avec un serveur et on alimentait son PC qui alimentait l'iPod à l'époque. Et d'ailleurs, grâce à iTunes, les gens d'Apple croient en Dieu. Avant, ils étaient athées, et maintenant, ils croient en Dieu parce que iTunes a fait l'iPhone tel qu'on le connaît. Parce que l'iPhone n'aurait pas le succès qu'il a s'il n'y avait pas iTunes qui a servi à distribuer les applications. Ceux qui sont arrivés derrière ont eu beaucoup de mal à distribuer des applications, alors qu'Apple avait développé depuis 2001, là on parle de 2008 maintenant, avait eu 7 ans de développement d'iTunes. Et en fait, la différence entre une chanson, qui est une suite de 0 et de 1 en numérique, et une application, qui est une suite de 0 et de 1, la seule différence, c'est là où ça tombe dans la machine. Là, ça tombe dans la section musique, donc la machine va jouer comme de la musique. Là, ça tombe dans la section application, et hop, ça va être pour les utilisateurs incarné avec des petites icônes et des applications. Mais le système de distribution, il est descendu du ciel pour les créateurs de l'iPhone, qui lorsqu'ils ont inventé iTunes n'avaient absolument pas pensé à l'iPhone, quoi qu'on dise. Et donc les gens d'Apple se disent il y a un Dieu et elle nous aime. C'est comme une très belle sauce ou un très beau plat. Il n'y a pas un composant, c'est la réunion, c'est la sauce. Et donc l'iPhone, il y a le design. Moi j'étais un fan du BlackBerry quand l'iPhone est arrivé. BlackBerry était de l'avis de beaucoup, puisque le succès c'était le leader à l'époque, en tout cas dans le marché américain. Le BlackBerry tenait une excellente machine pour les contacts, l'email, le calendrier, le PIM, le gestionnaire d'informations personnelles. Et donc j'achète un iPhone, naturellement, et je vois deux choses que je n'avais jamais vues auparavant. La première, c'était que pour la première fois, on pouvait mettre à jour un téléphone. Alors que j'avais vu toutes sortes de smartphones, puisque j'avais été chairman de Palm Source, donc et administrateur de 3Com, donc Palm, je connaissais bien, j'avais des Palm, ça, mais on ne pouvait pas vraiment les mettre à jour. Le logiciel était, pour un être humain normal, on ne pouvait pas le faire. Là, on branche ça sur son PC, sur son Mac, et la machine se met à jour. Là, ça me dit, donc
avec les progrès du logiciel, la machine va pouvoir progresser alors que les autres ne le peuvent pas, pratiquement. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ça a été le navigateur, le browser. Et je me suis rendu compte que petit à petit, je passais de plus en plus de temps avec mon iPhone qu'avec mon BlackBerry, parce que le navigateur du BlackBerry était assez robuste et rustique, alors que celui d'Apple était beaucoup plus élégant, etc. Donc il y avait le design, il y avait le logiciel sous-jacent. La supériorité de l'iPhone, elle est due, entre autres, à la supériorité d'Apple dans le logiciel système et dans l'interface utilisateur. Ça a beaucoup joué. Donc on appelle ça le design, on a raison d'ailleurs d'appeler ça le design, en se souvenant tout de même que le design, ce n'est pas la surface, ce n'est pas la peau, c'est tout, c'est la chair, le squelette, le cerveau. Le design, c'est l'ensemble. Ce n'est pas l'esthétique industrielle, comme on dit parfois en France. C'est une bonne chose, l'esthétique industrielle. Mais le vrai design, c'est le design total. Je connaissais un analyste financier de chez Gideon Gartner, qu'on appelle maintenant Gartner Group, Aaron Orlansky, et je lui servais d'interprète pour la langue de bois d'IBM. C'est-à-dire qu'on déjeunait et puis il me donnait les communiqués de presse d'IBM. Je disais non, en fait, ce qu'il raconte là, c'est comme j'avais déjà pas mal d'années dans la profession. Et un jour, pour faire bref, il me dit Apple cherche quelqu'un pour démarrer leur business en Europe. Je dis c'est moi. Et j'étais chez Exxon à l'époque. Il me dit mais t'es chez Exxon, une boîte solide, pourquoi est-ce que tu vas quitter ça pour aller chez ces fous, chez ces hippies californiens, etc. Je dis non, si tu savais ce qui se passe chez Exxon. Non. Et donc il m'a présenté à un de ses amis qui était le vice-président pour l'Europe d'Apple, Tom Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence of Europe, Laurence d'Europe, comme Laurence d'Arabie, et qui était un aventurier vraiment. Donc le surnom était justifié par le profil du personnage. On ne sait plus tout de suite, et Apple m'a donné carte blanche. Et je me souviens quand j'ai signé mon contrat le 12 décembre 1980 à Genève, au restaurant Le Duc, je me souviens très bien, le jour de l'introduction en bourse d'Apple. Je me suis dit, pourvu que j'embauche ces deux-là, c'était un directeur financier de qualité que je connaissais bien, de Data Générale et d'Exxon, et un directeur de logistique que j'avais connu chez Hewlett-Packard, Gilles Bouchenet et Michel Delon, respectivement. Et puis, par chance, j'ai trouvé un très bon directeur commercial, Jean Calment, et ça a été un démarrage en flèche. Apple nous ayant donné tous les moyens. Il faut voir aussi que Apple était une société déjà bien gérée, astucieuse, commercialement agressive, financièrement conservatrice, de très solide comptabilité, déjà une bonne infrastructure industrielle et de distribution physique. Et donc sur cette base-là, on n'a pas eu beaucoup de difficultés à bien faire, et nous sommes devenus très rapidement le premier business en dehors des États-Unis, ce qui a contribué, grâce au travail de ces trois amis, à me faire une bonne réputation, et donc ça m'a permis d'avoir de la promotion. Je veux dire, je n'ai eu aucune stratégie. Ça a été vraiment du pilotage à l'instinct et à l'affection. Enfin, c'est la même chose au fond. Mais quand je suis venu aux États-Unis, j'ai vu que Apple ne traitait pas bien ses revendeurs ici en Californie. Et je me suis dit, mais on va pas faire comme ça, on va faire autrement. Et comme nous avions un très bon directeur de la logistique, Michel Delon, nous avons très bien traité nos revendeurs en leur faisant du service, en livrant rapidement, exactement. Le directeur financier a mis une politique de crédit assez ferme qui a évité que les gros mangent les petits. Et ça a beaucoup aidé, parce que ça a permis d'éviter de devenir l'esclave d'un Carrefour. Vous comprenez, quand vous faites des yaourts aujourd'hui, vous êtes esclave de Carrefour. Carrefour vous dit, voilà ce que vous allez livrer, voilà combien vous payez, et on vous paiera quand on aura le temps, et puis entre-temps, vous allez amener vos équipes à vous pour mettre ça sur les rayons, etc. Vous êtes vraiment c'est le distributeur qui a le haut du pavé. Et bon, je ne vais pas critiquer Carrefour qui se déroule très bien sans mon avis,
Mais en tout cas pour nous, Apple, je ne voulais surtout pas que nous devenions les pions de la distribution. Vous connaissez la phrase américaine qui dit « content is king », le contenu est roi, mais distribution is King Kong. La distribution, c'est King Kong. Et donc, on ne voulait pas justement tomber entre les mains des King Kong de la distribution. Et je crois que c'est... Et puis, bon, on aimait bien les produits. J'ai été un bon chantre du produit, pardonnez-moi le manque de modestie. C'est un produit qui m'excitait et que je comprenais bien, et pour lesquels j'avais trouvé une taxinomie des 5 choses qu'on fait avec un ordinateur personnel. Donc l'histoire était claire, le produit était bon, les distributeurs étaient bien gérés. Donc qu'est-ce que vous voulez, c'est l'histoire, la métaphore américaine du moteur qui tourne très bien sur tous ces cylindres. Alors Apple a été une société très vite, très tôt, très cosmopolite. Elle est restée. Elle est restée. Alors maintenant, elle a un peu changé son orientation de l'Europe vers la Chine pour des raisons rétroactivement évidentes. Mais non, Apple pour ça était... Mais si vous voulez, ici dans la Silicon Valley, ce que j'aime bien dans la Silicon Valley, c'est que la couleur de mon passeport, on s'en fout. La couleur de ma peau, importe peu. Ma religion, n'importe pas. Mes préférences sexuelles, qu'est-ce que vous faites? Ben moi je suis un spécialiste de ça, ah bon, très bien. Et vous avez un écosystème, alors la métaphore n'est pas toujours bien reçue, mais c'est le sentier ici. C'est le sentier. Et quand vous faites du vêtement, ben vous n'allez pas en Finlande, vous allez à Paris, à Milan ou à New York. Ben pour faire du high-tech, il y a le sentier du high-tech, c'est la Silicon Valley. Et vous voyez dans la rue des Sikhs avec leurs turbans, des musulmans. C'est très facile d'être musulman ici. Juifs, transsexuels, on s'en fout. Et je trouve ça extraordinairement réjouissant. La Silicon Valley, c'est le melting pot, le creuset traditionnel des États-Unis. En fait, c'est l'expression ultime du creuset multiracial, multiethnique, multiculturel, multireligieux des États-Unis. Je me souviens qu'à l'époque, les gens me trouvaient un peu bizarre, et puis j'ai commis des erreurs que j'essaie maintenant des Français qui arrivent ici à ne pas faire. C'est que, je vais vous donner un exemple. 2 ingénieurs français discutent. Le premier dit à l'autre, t'es nul, cette solution, ça vaut rien. Et je surveille mon vocabulaire. Et l'autre lui dit, mais c'est toi qui es nul, et ta solution, c'est pire que tout. Et il s'engueule, et puis au bout de 5 minutes, il coopère. Donc, vous savez ce que dit la chanson de Nougaro de Toulouse, on se traite de con à peine qu'on se traite, et même les mémés aiment la castagne. Et ben ça, c'est la façon d'interagir des Français. Vous faites ça à un ingénieur californien, il y a un rideau d'acier transparent qui tombe entre vous, il n'y aura plus de vraie communication, il va être très poli, etc. Have a nice day, mais il n'y aura plus de collaboration. Et donc quand je suis arrivé, que j'ai dit à des ingénieurs ce que je pensais de leur travail, ça a causé des problèmes. D'une part, puis d'autre part, j'utilisais un langage un peu vert, si vous voyez, un peu leste, ce que je veux dire, qui a causé d'autres problèmes. Mais enfin, comme je n'étais pas vraiment dangereux, ça c'est les gens étaient gentils avec moi. J'ai été un homme en colère. Alors je pourrais le regretter, mais enfin, je n'ai pas tellement changé le passé, je crois. Mais je n'oublie pas que la colère peut être motrice et qu'elle m'a poussé en avant, donc je ne vais pas trop regretter. Mais je sais que j'étais en colère et désagréable, et impatient, et intolérant. Je ne suis pas là pour me battre ma coupe, je réponds à votre question et je constate. Et puis, je dirais, pour voir un autre aspect de la chose, comme je suis plutôt serviable, on m'a beaucoup pardonné. Ah, mais c'est une merveille. Je suis heureux comme tout et malheureux de voir Steve Jobs en mauvaise santé, parce qu'il doit beaucoup, enfin comme beaucoup d'entre nous, mais dans mon cas particulier,
il a éliminé ma vie, il continue de l'éliminer pas mal de... Je pense qu'on devrait lui faire une série de statuts. Regardez la suite. L'Apple II, un produit qui a marqué, un produit phare. Le Mac, un produit phare. Il se fait virer d'Apple pour d'autres raisons, lui aussi, parce que ça lui a permis de faire un tour extérieur et de connaître le succès avec Pixar et le succès avec Next, et de revenir avec une équipe d'informaticiens de haut vol. Donc il y a eu Pixar. Vous ne faites que Pixar dans votre vie, vous êtes un capitaine d'industrie. Il revient chez Apple, il fait le Mac 2.0, il redonne vie au Macintosh, l'iPod, l'iPod iTunes, les boutiques Apple, l'iPhone, l'iPad. Ça fait 8 statuts qu'on pourrait lui faire. Un individu qui fait un de ces produits est un capitaine d'industrie. Lui, il en a fait 8. Et surtout, ce qui est très réjouissant pour toutes sortes de raisons, c'est de voir comment, encore un homme en colère, tiens, avec le temps, il a appris à chevaucher son animal intérieur, à mieux s'utiliser. Et comment son souci du détail et puis son instinct, je dirais pas sa vision, parce que je ne pense pas qu'il ait une vision au sens de voir le produit qui va sortir dans 10 ans. Mais il y a quelque chose dans ses tripes qui le guide vers faire quelque chose. Le téléphone, c'est un vieux souci de Steve Jobs. Quand je suis arrivé en 85, j'ai trouvé un individu, Steve Saccoman, qui était devenu un ami, qui était dans un cube, comme on dit, dans une petite station de travail, et qui faisait un Mac téléphone, qui avait été embauché par Steve Jobs, débauché de Hewlett-Packard par Steve Jobs, pour faire un Mac téléphone. Ça n'a rien donné. En 1997, Steve Jobs revenu aux affaires pour faire Apple II, ce que j'appelle Apple 2.0, appelle Eric Benamou et lui dit « Donne ma Palm et rejoins mon conseil d'administration parce que seul Apple est capable de faire de Palm un produit, une marque de consommateur mondial. » C'était pas faux, ça c'est parfait. Palm a fait une très belle IPO après, donc enfin, puis après ça a été moins bien, mais et puis finalement l'iPhone qui est sorti en 97, 10 ans plus tard. Et donc il est piloté par ses instincts, il a appris à bien les... Et puis il a un talent pour le détail, le choix des hommes aussi, il s'entoure très bien. Il s'entoure très bien, y compris il s'entoure de gens qui lui apportent la contradiction. Les gens qui ont peur de lui, il les élimine, parce qu'il a une confiance moyenne dans ses idées, et il aime bien le débat. Je me souviens des discussions avec lui, quand on était tous les deux à Apple, et donc moi je suis ravi. Puis on n'a jamais vu dans l'histoire de l'industrie mondiale un retournement de situation, comme Apple qui était moribonde quand il a repris les rênes, puisque Michael Dell disait en 97, Apple il ferait mieux de fermer et de rendre l'argent aux actionnaires. J'étais administrateur de beaucoup de sociétés. Ça a été très formateur. J'ai été donc Procom, Logitech, Cray, Electronics for Imaging, entre autres, une société d'imagerie électronique qui fait des moteurs d'impression, qui existe toujours. J'étais pendant 17 ans là, au conseil, 10 ans à celui de Logitech par exemple. C'était très instructif de voir un autre aspect des choses. Et pendant ce temps-là, j'étais entrepreneur, c'est-à-dire qu'on a fait EBI, qui a été une aventure à la fois exaltante, puisqu'on a connu des moments de montée vers les sommets, et puis frustrant parce que après la mise en bourse, il y a eu l'éclatement de la bulle Internet, et c'était la fin de nos espoirs.
À l'époque, nous essayions de convertir des gens comme Sony à utiliser notre logiciel système pour faire un terminal Internet, ce qui finalement était là aussi peut-être un peu tôt, ou peut-être pas suffisamment bien fait. Là-dessus, toutes les critiques sont possibles, mais ça a été une aventure qui est maintenant très utile dans mon nouveau métier. Parce que, regardez, quand je vois un entrepreneur qui me propose un projet, je lui dis, laissez-moi vous expliquer comment j'ai réussi à faire ça et ça, c'est une chose. Si à cet entrepreneur, je lui dis, écoutez, voilà les erreurs que j'ai commises, essayez de ne pas recommencer de votre côté. Il y a une histoire qui va être plus crédible que l'autre, c'est celle où je lui parle de mes sottises et de mes erreurs. Et donc, c'est utile. Et puis, je me suis fait des amis de très longue durée, à la fois du côté des investisseurs, parce que heureusement j'ai fait gagner pas mal d'argent aux membres de ma profession de maintenant. Et puis, maintenant les anciennes billes sont soit, en fait, en majorité, ils sont soit chez Google sur Android, soit chez Apple. Je suis ce qu'on appelle associé gérant de plusieurs fonds de capital risque. Et là, je suis en train de démarrer un nouveau projet qui est d'un fonds de ce qu'on appelle de buy-out, plutôt que de capital risque, pour amener des sociétés françaises qui commencent à buter contre les limites du marché européen, pour les aider à venir installer leur équipe de direction dans la Silicon Valley. Tout en laissant les équipes techniques en France ou en Espagne ou en Italie, parce qu'on va faire ça au niveau européen. Et donc je veux en quelque sorte profiter de toutes les visites que j'ai reçues depuis que je suis ici, d'entrepreneurs qui étaient intéressés par la Silicon Valley, pour les aider, pour se montrer que ça intéresse, pour les aider à réaliser un projet d'implantation ici, et donc d'aider leur entreprise à prendre leur dimension mondiale, et puis, étant au bord du Pacifique, d'aller vers la Grande Asie d'ici, ce qui est beaucoup plus facile, puisque ici, si vous avez besoin de quelqu'un qui parle le chinois mandarin, c'est pas compliqué. Si vous avez quelqu'un qui parle le coréen, c'est pareil. Il y a tout ce qu'il faut dans la vallée. J'ai écrit dans des publications de langue anglaise, même au Japon. Et là, depuis bientôt 4 ans, avec l'ancien directeur de la rédaction d'eBay, Frédéric Fillou, nous écrivons une note qui s'appelle la Monday Note, en anglais, qui est très lue en France parce qu'elle est en anglais. Un paradoxe qu'on s'étendra une autre fois. Et puis, à titre individuel, je fais un truc qui s'appelle Note du lundi, notedulundi.com, il y a un site web. Et tous les lundis soirs, je raconte des histoires sur la vallée. Là, ma dernière note, c'était sur le mépris des vendeurs. Il y a trop d'entreprises qui méprisent leurs vendeurs, et ça me dérange. Je trouve que c'est dangereux. On utilise le mot représentant. Le vendeur, c'est celui qui représente l'entreprise. Il faut donc des vendeurs compétents, bien les traiter, bien les former, avoir des vendeurs très compétents pour qu'ils soient entendus des ingénieurs. Après, donc, je fais l'apologie des vendeurs et du fait qu'il faut les recruter de façon très exigeante. DBF, c'est une association de Français de la vallée qui est née d'une idée de l'ancien patron de la mission économique du consulat de France, général de France à San Francisco, qui est Jean-Yves Comte. C'est une idée de 1994, donc ça commence à dater, ça va faire 17 ans. Ça fait 17 ans. Et Jean-Yves Comte nous dit, on devrait faire, essayer de réunir des Français.
Donc on l'a fait, on s'est dit on va essayer de faire quelque chose sans complications, sans statut, sans comité, très informel. Donc la carte d'adhésion soit un billet vert qu'on donne à l'entrée. Donc on a fait ça. DBF, ça vient du suffixe du logiciel des bases 2 qui était utilisé à l'époque pour gérer la liste des invitations. Et donc c'est resté DBF, on n'a pas trouvé d'autres. On a gardé DBF et on reçoit une fois par mois un invité que nous interviewons quand je suis là. Enfin, il y a Frédéric Stebna, François Lougier ou moi-même qui interviewons l'invité pour lui faire parler de lui ou d'elle à la première personne. Le discours corporate avec le PowerPoint et tout ça, ça ne nous intéresse pas. On a déjà donné dans la journée au bureau. Donc ce qui intéresse l'auditoire de DBF, c'est le discours de quelqu'un qui dit voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'aime faire, voilà ce qui a bien marché, voilà ce qui n'a pas bien marché, qui parle de lui ou d'elle. Alors au travers de lui ou d'elle, il y a les affaires, ou le hobby, ou la famille, mais on veut un point de vue à la première personne du singulier, que ça qui intéresse. Et ça marche bien, ça perdure, et on a sous les archives une liste, une très belle liste.